repose aujourd'hui en grande partie sur les investissements que nous avons faits au Maroc et sur des investissements économiques qui vont de moins en moins dans la logique de la sous-traitance, mais de plus en plus dans une logique de co-traitance. C'est pas un jeu de mots ou quelque chose de rhétorique. Je vois toute la journée, enfin en tout cas toutes les semaines, des entreprises françaises parmi les plus grandes, hier Airbus, avant-hier Safran, les uns ou les autres dans l'automobile. On a entendu encore le directeur général de Renault fait une grande interview hier ou avant-hier. Bon. On voit bien que ce qu'offre le Maroc, par ses infrastructures, par sa stabilité, par la qualité des hommes et des femmes qui y vivent, je vais y venir par les ressources énergétiques qu'il peut mettre à disposition, par sa proximité géographique, c'est une équation gagnante. Et il n'y en a pas d'autre pour nous, aujourd'hui, que de développer cette base de production au Maroc, dans l'industrie, dans les services, dans l'agroalimentaire et dans d'autres domaines. C'est une orientation résolue. Aujourd'hui, la France, c'est 31% des investissements étrangers au Maroc. L'année dernière, soi-disant année noire, 44% des flux sont venus de France pour les investissements étrangers au Maroc. Et toutes ces entreprises veulent faire plus. Évidemment, le Maroc, parce qu'il est aujourd'hui, attire aussi d'autres partenaires, et tant mieux, parce que comme on dit de manière triviale, le gâteau grossit. Mais nous conservons notre part et nous mettons de plus en plus de valeur ajoutée dans les investissements qui sont faits au Maroc. D'ailleurs, à telle enseigne que le Maroc a un excédent commercial avec la France, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas avec l'Espagne, parce que nous produisons ici des voitures, des pièces d'avion et beaucoup d'autres choses qui après sont vendues en France. Et donc le Maroc est en excédent commercial vis-à-vis de la France, et c'est une très bonne nouvelle parce que ça montre bien que ce que je raconte n'est pas simplement une sornette. Donc les chaînes de valeur, comme on dit. Et pourquoi est-ce qu'on va en faire plus au Maroc? C'est pas parce qu'on parle français au Maroc, en tout cas beaucoup de gens parlent français, c'est pas parce qu'on aime bien le Maroc, c'est parce que lorsqu'on réfléchit, ce qui est une urgence absolue, à relocaliser des activités économiques pour être dans une logique de souveraineté, ne pas dépendre d'autres grands ensembles, parce que la crise du Covid nous a, de ce point de vue-là, traumatisés. On va en mettre une partie en France, mais on va en mettre aussi beaucoup au Maroc, parce qu'on a le sentiment qu'on appartient au même univers géoéconomique et géopolitique. Donc c'est une dynamique qui ne s'interrompra pas, mais qu'il faut qu'on pousse le plus loin possible pour le bonheur, pour notre prospérité respective et aussi le bonheur des gens qui vont travailler dans tous ces projets-là. La deuxième dimension, elle est considérable, mais elle est un peu liée à la première, c'est que le Maroc, vous le savez tous aussi bien que moi, même peut-être mieux, va devenir une superpuissance des ENR, des énergies renouvelables. Il en a la vision, il en a les moyens, que ce soit le foncier, que ce soit le soleil, que ce soit le vent, les acteurs, des grands acteurs comme le CP, mais d'autres aussi. Et l'énergie verte, c'est évidemment la clé de tout. C'est la clé des industries qui produiront ici au Maroc, qui produisent et qui produiront, pour pouvoir passer les standards qui seront ceux de l'Europe et qu'exigent nos citoyens, à juste titre. Mais aussi pour nous. Je suis à ce moment très accaparé par la visite de M. Mestralet, qui est l'ancien président du groupe Engie, qui est un leader mondial de l'énergie, et qui était envoyé par le président de la République pour discuter avec toutes vos autorités de la manière dont on va s'intégrer dans le plan énergie verte du Maroc, les gazoducs, les hydroducs, la génération d'énergie. Qu'est-ce qu'on attend précisément de la France? Comment on peut décider où on mettra, si je puis dire, nos moyens? Il rappelait à vos ministres, mais qui le savaient très bien, ou c'est eux qui le lui rappelaient, que en hydrogène, qui est essentiel, en hydrogène vert pour l'avenir de notre économie, mais aussi de nos usages, au mieux, l'Union européenne produira la moitié sur les 20 millions de tonnes dont on aura besoin à l'échéance 2035-2040. Au mieux, on produira la moitié. Et que donc il faut qu'on arrive à trouver chez des pays proches qui ont une vision, qui ont une stratégie, les compléments pour réussir à notre transition énergétique. Et donc là, on a une solidarité absolue de destin, parce que si ça ne vient pas du Maroc, bon, il y a le Chili, il y a l'Australie, quand même un peu loin, et le coût, la compétitivité de l'hydrogène, elle est en pas mal fonction des coûts de transport.
Donc là, je ne vous fais pas un dessin, d'ailleurs vos ministres et vos dirigeants le savent très très bien, et c'est même eux qui me l'ont appris en premier. Mais on voit bien que la question de l'énergie, c'est plus simplement le pétrole qu'on met dans son réservoir. C'est évidemment essentiel pour garder de la compétitivité, pour assurer la transition énergétique. La France a baissé de 5% l'année dernière encore ses émissions de CO2, mais c'est encore trop peu, même si on représente qu'1% des émissions mondiales, mais c'est encore trop peu par rapport aux besoins d'essayer de sauver cette planète. La troisième dimension qui est un peu liée à l'économie et à l'énergie, c'est évidemment la question de la souveraineté et de la sécurité alimentaire. Elle est essentielle parce qu'on vit une période de bouleversement évidemment très 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 forte. Il y a des zones au sud-ouest de la France, les Pyrénées-Orientales, qui ont aujourd'hui un niveau de pluviométrie équivalent à celui de Ouarzazate, de zone semi-désertique. Et tout indique que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et le Maroc a une expérience, évidemment, un peu dramatique parfois, mais qui lui a permis, dans certains cas, de s'adapter mieux que nous à l'utilisation des eaux usées, par exemple dans l'adaptation des espèces. Et donc nous avons mis la question agricole au cœur de l'agenda, justement, de l'avenir, parce qu'il y a vraiment de part et d'autre des choses à faire ensemble en matière de formation, en matière d'investissement. Et le dernier, je terminerai parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets, la dimension cardinale de tout ça pour réussir une intégration économique beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus forte, qui détermine cette communauté de destin sur des bases de développement économique, pour lui apporter l'énergie nécessaire pour décarboner nos économies et préparer un monde plus vivable, en tout cas qui ne devienne pas invivable, pour réussir les enjeux de souveraineté alimentaire qui sont cruciaux pour nourrir notre population et faire face au stress hydrique. Il faut des hommes et des femmes. Et là, on voit quelque chose qui est manifeste, c'est que les populations du monde entier, d'ailleurs il y avait un article dans le Lancet aujourd'hui qui montrait que la population mondiale allait commencer à décroître à partir de 2050, à peu près toutes zones confondues. Mais nous sommes confrontés en Europe à une réalité qui est déjà une réalité d'aujourd'hui. Et on voit bien que les grandes difficultés que nous avons pour maintenir une main-d'œuvre disponible malgré un niveau de chômage qui reste un peu élevé dans notre industrie, dans nos services, dans notre agriculture, implique à la fois de faire plus ici au Maroc et implique probablement d'avoir des concours, soit temporaires, soit un peu plus longs, de Marocains et de Marocaines, et demain de subsahariens, qui viennent travailler chez nous pour un certain temps. Mais en même temps, les enjeux du développement du Maroc sont très importants pour sa stabilité, sont très importants pour nos industries, et donc il faut arriver à trouver la formule, on y travaille, qui ne se contente pas, comme peuvent faire certains déjà, d'aller faire du brain drain, et de venir piquer ici, sous prétexte qu'on les paierait 30% ou 50% de plus, les médecins, les ingénieurs, les codeurs, etc. Et donc, toute cette communauté de destin, si on veut vraiment qu'elle soit une communauté, ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on accompagne le Maroc dans un investissement en matière de formation à tous les niveaux, qu'il s'agisse des doctorants ou qu'il s'agisse des techniciens supérieurs, voire des saisonniers agricoles, beaucoup plus important pour que d'une certaine manière il y ait des ressources humaines pour tout le monde. Et ça c'est un défi dans un monde, parce que le Maroc n'est pas l'Union soviétique des années 50, on peut sortir librement de votre pays et aller s'établir où on veut si on le souhaite. Et donc l'enjeu c'est vraiment d'arriver à donner des opportunités à beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes, pour qu'ils puissent trouver, en fonction des choix de leur vie, du travail ici, du travail chez nous, dans des logiques circulaires qui restent à inventer, mais que pas mal de gens commencent un peu à concevoir. Et si on n'arrive pas à faire ça, tout le reste ne fonctionnera pas. Parce qu'on sera dans la cannibalisation des uns et des autres. Nous, on se fait piquer en France des ingénieurs, des médecins,